Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un sujet un peu plus sensible, donc on va parler des politiques vaccinales et de l'anti-vaccination. Cela dit, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire en sociologie de la santé pour analyser vraiment en profondeur la prévention. Nous allons donc introduire ce sujet aujourd'hui à l'aide de deux essais des historiens Laurence Monet et Stuart Bloom, d'une étude médiatique de la sociologue Romy Sauver, et donc de quelques articles et chapitres des historiennes Nadia Durbach, Yana Lowy et Jolanta Skomska-Godefroy. Si vous êtes venus pour avoir un argumentaire pour ou contre la vaccination, vous allez être un peu déçus. Le monde a un peu changé au cours du montage de cette vidéo, à commencer par le départ des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, alors qu'ils y jouent un rôle central dans la coordination des luttes contre les épidémies, comme nous allons l'évoquer. De plus, je me suis rendu compte que sur Internet, la désinformation médicale et pseudo-scientifique en matière vaccinale, à laquelle je m'intéressais peu avant, domine de façon écrasante le reste des informations. Il y a une asymétrie complète. Alors, comme nous le disons dans cette vidéo, cela fait pas moins de l'anti-vaccination un phénomène assez marginal en réalité, qui est exacerbé par les effets de groupe sur Internet et l'attirance médiatique pour les scandales médicaux. Donc, pour commencer, si vous voulez de l'information sur les vaccins en particulier, ce qui n'est pas le sujet de cette vidéo, il y a une très bonne chaîne qui s'appelle La Biologie fait des vidéos et des groupes comme les Vaxeuses. J'ai mis en description une excellente critique qu'ils ont fait du documentaire d'Arte des vaccins et des hommes. Ensuite, notre objectif dans cette vidéo est plutôt de proposer des repères historiques pour comprendre la place que l'anti-vaccination occupe dans notre culture médicale. Peut-être qu'un jour, on traitera de philosophie normative en matière d'obligation vaccinale. On peut penser à la sociologue Jessica Flanagan notamment qui fait ça, mais ici, nous, on va se concentrer sur l'histoire de la vaccination en gardant en tête qu'une partie de nos sources sont des essais. Donc ça relève à la fois de travaux historiques, et il y a du travail d'archives, mais aussi des opinions des chercheurs. Bloom et Monet, donc les chercheurs sur les travaux desquels on va se concentrer aujourd'hui, soutiennent que la vaccination doit se comprendre comme une technologie de santé et un phénomène culturel. Cela signifie que les politiques vaccinales sont inséparable du système public de santé et de son économie. Cela veut aussi dire que, selon ces chercheurs, on ne peut pas comprendre l'anti-vaccination si on la sépare de cet ensemble. Cela veut dire que la défiance vaccinale est une catégorie d'action publique, que cette opposition est un phénomène culturel très hétérogène et qui est parfois instrumentalisé pour légitimer la décision publique. Ainsi, les transformations de santé globale vers la marchandisation des vaccins, la privatisation du savoir et l'éradication des maladies ont eu, selon ces deux chercheurs, un rôle important dans la construction des attitudes face aux vaccins. Donc, on va commencer par définir la notion de vaccin. Ensuite, on évoquera brièvement son histoire, son inscription dans les politiques coloniales et la naissance des premières ligues anti-vaccinales. Dans un troisième temps, on va voir comment les politiques globales de santé ont progressivement privilégié la marchandisation des vaccins et l'éradication des maladies au détriment des soins primaires. Cela va nous permettre d'évoquer donc deux affaires, je montre quatre parce que c'est la partie, donc deux affaires, celle de la rougeole au Québec dans les années 1970 et celle d'Andrew Wakefield de 1998 à 2010 en Angleterre et aux États-Unis. Et pour finir, on va conclure en proposant quelques comparaisons qui vont sans doute être trop légères à votre goût avec la Covid-19, et on va revenir aussi de façon critique sur les thèses à l'étude. Avant d'entrer en matière, il faut quand même vous rappeler, comme humble doctorant aux études, que moi, mon domaine de spécialité, c'est la sociologie et la science politique. Donc, il faut garder un certain recul critique quand je vais évoquer les définitions biomédicales. Donc, qu'est-ce qu'un vaccin ? Usuellement, un vaccin, ça contient des antigènes, c'est-à-dire les parties de la cause d'une maladie. L'idée est de stimuler le système immunitaire à reconnaître donc ces pathogènes et à réagir aux infections. Donc le système immunitaire, pour faire simple, il est composé de lymphocytes B et T, on en a parlé dans la vidéo sur le sida, qui se développent respectivement dans la moelle osseuse et le thymus et circulent dans le système lymphatique. Les lymphocytes B s'attachent aux antigènes extérieurs pour les marquer, et les lymphocytes T les détruisent, pour faire simple. On a ainsi une immunité naturelle ou innée. A l'inverse, la définition biomédicale de la vaccination elle correspond à l'immunité acquise, lors de laquelle on stimule volontairement l'organisme pour développer sa réponse aux antigènes. Ajoutons donc la notion d'immunité de groupe, qui désigne le moment où on a suffisamment de personnes
va immuniser, vacciner, où le pathogène a si peu d'hôtes réceptifs qu'il ne circule plus. La transmission est mesurée, donc à l'air d'un terme qu'on a beaucoup évoqué pendant les médias, c'est le R0, qui désigne le nombre de personnes susceptibles d'être infectées par une personne déjà infectée, c'est-à-dire porteuse du pathogène. Donc par exemple le VIH c'est de 2 à 5, la polio c'est de 5 à 7, la rougeole c'est de 15 à 18. Et ça se comprend assez facilement, parce qu'en fait le VIH il faut un contact avec un fluide corporel ou du sang contaminé, alors que c'est beaucoup plus facile pour la rougeole de circuler, vu qu'elle circule dans l'air et qu'il suffit de tousser en fait. Je vais être honnête avec vous, les premières formes de vaccination c'est brutal, et puis c'est pas forcément très fiable parce qu'il n'y a pas encore de standardisation des procédures, et pas forcément d'aseptisation par exemple, mais ça c'est un élément qu'il faut garder en tête, et on va y revenir à la fin de la vidéo. Bon, donc la première forme de vaccination, on coupe un bout de peau d'une personne avec une lancette, afin de placer la lymphe de la personne, donc d'un enfant par exemple, qui a résisté à l'infection dans la plaie d'une autre personne, par exemple un autre enfant, pour l'immuniser. On crédite généralement Edward Jenner, docteur à Gloucester, qui en 1796 montre qu'en prenant un fluide d'une lésion vérolée, et en l'appliquant à l'ouverture dans la peau d'une autre personne, celle-ci est protégée de la variole. En 1802, par exemple, le roi d'Espagne envoie sur un bateau à destination de l'Amérique du Sud 22 orphelins qui doivent se passer le vaccin, donc la lymphe, de l'un à l'autre, et sur place, les gouvernements vont rendre l'inoculation obligatoire. Beaucoup plus tard au cours du siècle, Louis Pasteur va réaliser qu'il est possible d'atténuer des micro-organismes en culture, et qu'être infecté avec ces micro-organismes, ça protège de leur forme plus virulente. Donc en 1894, il met au point un vaccin qui consiste, je vais vous donner la recette, à infecter des lapins, attendre leur mort, retirer leur moelle épinière, la faire sécher à l'air stérile, la réduire en poudre, puis l'émulsionner en petites portions dans une solution saline. Bon donc ça c'est plutôt intéressant, bon même si on dirait un peu de l'alchimie, ça me fait pas trop confiance, mais c'est intéressant un peu pour voir un peu comment fonctionnaient les premiers sérums, les premiers vaccins, et puis surtout ça vous dit une chose, c'est... Si ça vous rend inquiet ou vous avez pas trop confiance dans ce genre de sérum, ben dites-vous le danger que représentait la variole et puis les autres maladies pour que les gens acceptent ce risque en fait. L'autre grand défi de la période, c'est la tuberculose, même la plus grande cause de mortalité, puis en plus elle est difficile à repérer dans les premiers temps par ses symptômes. Il y a en plus des barrières culturelles parce qu'elle est romantisée, alors il y a une sensibilité artistique apparemment, Chopin, Shelley, Stevenson l'ont eu, John Keats le poète en est mort, et les médecins la voient comme innée, comme une condition. En 1882, Robert Koch découvre le bacille de la tuberculose. Il montre qu'il est présent dans toutes les lésions et peut être cultivé en laboratoire. Donc ces deux critères de preuve vont être appelés ensuite postulat de Koch. Toutefois, il faut atteindre 2 décennies pour voir une solution suffisamment atténuée, préparée par Calmette et Guérin, fonctionner sur du bétail. Ce vaccin, il est envoyé aux praticiens français entre 1921 et 1924. Donc il a fallu 40 ans. Je sais pas si on dit Robert Koch ou Robert Koch. Je suis pas allemand, je suis pas germanophone. Bon, il faut se sortir un peu de l'idée d'un progrès qui avance de manière linéaire, la médecine qui progresse toujours, parce que les vaccins, ils vont pas être évidents dès le début, ils apparaissent au sein de politiques publiques de santé qui sont déjà organisées. On peut identifier des stratégies, alors sanitationnistes, qui visent les conditions de vie et la destruction des germes par la désinfection. Par exemple, en Angleterre, on a des inspections sanitaires, et il y a des stratégies contagionnistes qui visent à interrompre la transmission d'une infection en limitant la liberté de circuler. C'est plutôt le fait des régimes autoritaires comme la Prusse. Puis c'est des méthodes anciennes, parce que c'est des trucs qui déjà, dans l'époque médiévale, les confinements, les arrêts du commerce, c'était déjà utilisé. Et c'était pas qu'utilisé contre la peste, c'était aussi des stratégies commerciales. Dans l'Empire allemand, il faut donc attendre 1874 pour voir une loi obligeant la vaccination, et donc celle-ci précède de peu les découvertes de Koch. D'ailleurs, ces dernières servent d'abord à renforcer les mesures de confinement, puisque par ces découvertes, il permet d'identifier les personnes porteuses non plus par leurs symptômes, mais par le bacille de la tuberculose. Et l'Allemagne, à cette période, et même entre deux guerres, continue de construire quantité de sanatoriums, et les médecins persistent à recommander des séjours à la montagne contre la tuberculose. L'idée de la vaccination comme mesure préventive, en fait, ça n'émerge qu'après la Première Guerre mondiale. Lors de celle-ci, les soldats britanniques sont vaccinés à 97% contre la typhoïde.
il y a les grandes épidémies après la guerre, et puis surtout à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va avoir les premières grandes campagnes, donc la Croix-Rouge danoise, elle est à l'initiative de l'International Tuberculosis Campaign, qui, en 3 ans, dans 22 pays, donne le tuberculin test à 30 millions de personnes, et en vaccine 14 millions. Donc si vous êtes complètement étranger à l'histoire de la médecine, mes condoléances, parce qu'en fait c'est simplement une liste d'aberrations coloniales, de massacres, de non-respect de la moindre règle éthique, et la vaccination n'échappe pas à la règle. Je vais pas faire une liste parce que ça prendrait une vidéo de plusieurs heures, mais disons que le développement des politiques vaccinales, c'est inséparable de l'histoire coloniale, et puis on le verra, de l'histoire des rapports Nord-Sud. On expérimente les nouveaux vaccins dans les colonies, pour commencer. Alors si ça vous déprime, sachez que ces pratiques coloniales se poursuivent aujourd'hui, on en donnera un autre exemple tout à l'heure. Pour illustrer ici, on va donner un exemple étudié par Yana Lowy, qui d'ailleurs a publié un livre là-dessus si ça vous intéresse, donc c'est sur le Brésil. Elle va se concentrer sur les entreprises de vaccination, par exemple de la Fondation Rockefeller, qui est à l'initiative d'un programme d'éradication de l'ankylosomiase et de la fièvre jaune. Selon Lowy, je la cite, le contrôle des habitations privées par les inspecteurs du service de la fièvre jaune, les visérectomies ou la collecte de sang pour des enquêtes épidémiologiques, génère une importante résistance populaire. Cette résistance, elle s'inscrit dans une longue histoire brutale de sanitation. Pour les élites propriétaires de plantations, la vaccination faisait partie d'un programme eugéniste visant à blanchir le pays, qui je rappelle est une colonie portugaise, pour attirer une force de travail européenne. Donc pour l'attirer, il faut lutter efficacement contre la fièvre jaune et la malaria et la tuberculose. L'Inspectoria Geral de Hygiène, je parle pas portugais, je vais pas vous mentir. Donc il y aura beaucoup. Là, juste après, on parle des quartiers mixtes, donc les cortichos. J'en profite pour saluer mon collègue anthropologue au Brésil. Salut. Donc ce qui, je pense, se traduit assez littéralement par inspection générale de l'hygiène, n'hésitez pas à détruire les quartiers mixtes, parce qu'il y avait une circulation des miasmes, selon eux. En 1904, la campagne du docteur Osvaldo Cruz, elle est perçue comme une terreur sanitaire, et elle déclenche une rébellion de 5 ans contre le vaccin, jusqu'en 1909, où la vaccination obligatoire est révoquée. Donc on voit ici en plus une tension entre mesures contagionnistes et sanitationnistes, et surtout le sens qu'elles prennent pour traiter des populations dites arriérées. C'est une façon soft, là en fait je parle de racisme de classe et de racisme tout court. Les premières ligues anti-vaccination, elles apparaissent dans la traînée des lois qui rendent la vaccination antivariolique obligatoire. Par exemple, aux Pays-Bas, en 1871, on peut citer l'Anti-Vaccination Society of America, fondée en 1879, des émeutes à Montréal et Milwaukee qui vont jusqu'aux années 30, et ces mouvements, en fait, ça vise d'abord le caractère obligatoire des mesures, et aussi le manque de fiabilité de certaines procédures de vaccination. Et ça s'arrête dans les années 1920 avec l'amélioration des vaccins, et les expériences surtout de pandémie de la polio et de la grippe. Donc pour vous, j'ai pris un article de Nadia Durbash sur lequel j'espère qu'on va revenir parce qu'elle a publié un livre assez essentiel là-dessus, qui se penche sur la loi sur la vaccination obligatoire antivariolique de 1853 au Royaume-Uni. Dans les années 1870, cette loi elle est appliquée par des officiers de vaccination qui sont rémunérés à la quantité de cibles d'immunisation atteinte, donc quantité d'enfants qu'ils arrivent à vacciner quoi. Selon Durbash, la résistance à la vaccination obligatoire, elle n'est pas uniquement le fait des réformateurs libéraux, mais elle est aussi le fait de la classe laborieuse active qui soutient ses droits comme citoyen anglais. Quand les libéraux y défendent les libertés individuelles, les classes laborieuses, elles font valoir leurs droits corporels. Leur discours est empreint en plus de mentions aux relations chosifiées, à l'esclavage, aux femmes, aux marchandises. On traitera parfois peut-être un jour des rapports entre des rapports au corps et des rapports de genre dans l'histoire avec les travaux de Joan Scott et Kathleen Canning. J'espère qu'on va le faire. Si je produis plus d'une vidéo tous les 5 mois. Pour Durbash, le mouvement d'anti-vaccination y participe de la construction de la classe ouvrière, de sa conscience d'elle-même. On reconnaît un peu les thèses d'Edward Thompson, même si elle tempère cette analyse en soulignant que dans le discours public, il faut aussi se rendre compte que l'unité de la classe laborieuse, ça a aussi un effet assez légitimant quand on l'utilise. Cela dit, les luttes sociales traversent la vaccination. On sait d'un côté que les employeurs craignent l'épidémie et menacent les emplois pour obliger à vacciner, et de son côté, l'État il fait tout un tas d'efforts pour vacciner les enfants du prolétariat. C'est un ensemble d'initiatives qui a lieu dans les 3 dernières décennies du 19e siècle, et l'objectif de l'État britannique, c'est de les incorporer comme futurs citoyens de la nation, qui auraient besoin de protection gouvernementale. Comment la vaccination est devenue
l'enjeu de santé globale que nous connaissons aujourd'hui. Bon, on va commencer par rappeler que le leadership de la recherche passe aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. On peut mentionner la National Foundation for Infantile Paralysis, qui vient de la March of Dimes, qui a été lancée par Franklin Delano Roosevelt et Basil O'Connor, qui vise la poliomyélite. En son sein, le chercheur Jonas Salk qui va confirmer l'existence de 3 types de polio sur des singes, il va user d'une version inactivée de la souche la plus virulente, il va la prendre dans son sac et la tester sur des enfants de la Watson Arm for Crippled Children. Il n'y a pas encore de comité d'éthique. En mars 1954, la procédure est standardisée. 400 000 enfants sont vaccinés et 200 000 placebos distribués. On a un taux d'effectivité de 90% contre les 2 premières souches de polio les moins virulentes et de 60 à 70% contre la plus virulente. 2 heures après l'annonce des résultats, la licence est approuvée par le Secretary of Health Education and Welfare. Avec ces nouveaux standards de preuve, on voit aussi la difficulté que la vaccination va commencer à poser à l'industrie, parce qu'il faut quand même les convaincre de s'engager et de produire des vaccins malgré le risque d'échec. L'introduction du vaccin en Europe est assez lente. Par exemple, aux Pays-Bas, il est d'abord rejeté pendant plusieurs années, avant d'être accepté pendant l'épidémie de polio de 1956. Il est remplacé dans les années 1960 par le vaccin atténué de Sabin, qui est plus acceptable car il est administré oralement et sans rappel, même si un peu moins efficace. En 1971, sont diffusés les vaccins MMR, ou ROR, pour rubéole, oreillon, rougeole. Et les vaccinations simultanées comme ça c'est bien parce que ça remplace et ça simplifie les calendriers vaccinaux. En 1955, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, conduite par les États-Unis, se lance dans une campagne coûteuse contre la malaria, une mesure idéologique qui a pour objectif aussi de prévenir l'influence communiste en Afrique. Quand les pays de l'Est rejoignent l'OMS en 1957, Victor Zdanov propose une campagne d'éradication de la variole. Ça va prendre plusieurs dizaines d'années, mais le vaccin lyophilisé thermostable est testé et produit en URSS, et la diffusion est assurée par le matériel et le soutien financier états-unien dans les années 60. On vaccine jusqu'à 100 millions d'individus entre janvier 1967 et décembre 1969. L'intérêt de cette politique d'immunisation, c'est de faire une synthèse et d'éviter les conflits idéologiques entre les approches horizontales et verticales des politiques de santé. L'Union soviétique, elle soutient la première, autour des soins primaires et d'une santé publique compréhensive et surtout étatisée, incarnée par la déclaration d'Alma-Ata en 1978. La seconde, les approches verticales, elles sont soutenues à l'Ouest. Par exemple, la fondation Rockefeller défend qu'il est plus faisable de cibler verticalement quelques maladies sérieuses plutôt que de financer de manière extensive des systèmes entiers. Et d'ailleurs, c'est cette vision verticale qui va triompher. Au fil du temps, les politiques d'éradication se détachent des objectifs des approches horizontales. En 1974, l'OMS adopte la résolution 2757 qui recommande aux États de développer et maintenir l'immunisation et la surveillance de la diphtérie, coqueluche, tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose, et la variole. Elle développe un Global Influenza Surveillance and Response System qui se donne la responsabilité chaque année de rassembler les échantillons des grippes qui ont circulé. À partir des années 1980 et 1990, l'US Treasury et le FMI, le Fonds monétaire international, conditionnent leur aide à la mise en place de politiques vaccinales en échange de réformes de privatisation, de décentralisation et de dérégulation des services de santé, la prise en charge des honoraires médicaux devant être au fait des usagers. L'éradication devient alors un objectif central, parce que l'idée c'est qu'en réduisant les maladies, on va épargner les budgets de la santé publique. Et d'ailleurs, l'instance la plus symbolique de ce capitalisme pharmaceutique est la Global Alliance for Vaccination and Immunization, qui est née d'un partenariat dans l'année 2000 entre la fondation Bill et Melinda Gates et l'OMS. La fondation Bill et Melinda Gates se méfie de la corruption des États du Sud et favorise les approches partenariales. On reviendra sur les questions de corruption, c'est pas complètement infondé, puis ça a un rôle dans les attitudes vaccinales. Mais il faut encore se dire que là c'est toujours le Nord, donc ici une fondation philanthropique gigantesque, qui fixe les cibles vaccinales, donc c'est pas les pays du Sud qui choisissent, qui décident en plus de quelle doit être la politique de santé adoptée. Parce qu'en fait, dans leur tête, il y a l'idée que s'ils distribuent juste l'argent comme ça pour mettre en place les programmes d'éradication, eh ben ça va juste renforcer certaines hiérarchies. Bon, c'est une pensée assez coloniale, on va pas se mentir. À la même période sont passés les accords TRIPS pour Trade-Related Aspects of Intellectual Property. Donc ça renforce la propriété intellectuelle et par là la privatisation du savoir médical.
réduisant la production d'antirétroviraux. Dès lors, le marché pharmaceutique, il occupe une place centrale dans les politiques de santé. C'est un espace concurrentiel dont il faut bien comprendre que, désormais, les politiques de santé doivent se consacrer à convaincre et inciter à la production de médicaments et de vaccins, tout en garantissant les firmes contre les risques économiques. Ça prend une place importante dans les politiques de santé. Par exemple, les campagnes d'éradication, les alertes de l'OMS, elles favorisent ça. On peut penser à la campagne l'alerte contre l'H1N1. Elles jouent un rôle clé pour favoriser la coordination des efforts entre États, garantir un marché, faire converger les normes et les calendriers vaccinaux, convaincre les parents. Et pourtant, à part la variole, les politiques d'éradication, elles n'ont jamais eu vraiment de succès. La poliomyélite, elle a reculé certes dans le monde, au prix d'une campagne très coûteuse, mais elle a duré plus de 20 ans. Bon, là, il faut pas tomber dans le biais inverse. La polio, elle a été éradiquée dans le Nord et les vaccins ont eu un succès indéniable. Le problème des politiques d'éradication, c'est d'abord de faire comme si les maladies avaient disparu, ce qui renforce le sentiment de confiance à la base de l'antivaccination, car les gens tendent à oublier que ces fléaux persistent dans les autres pays, avec des conséquences plus graves, et qu'ils participent potentiellement à leur circulation en refusant de se vacciner. Ensuite, il faut dire que l'acharnement à évaluer le succès d'une politique de santé en mesurant des cibles d'immunisation atteintes, c'est aussi une manière de ne pas parler des conditions de vie et de l'inaccessibilité des services de santé. Les vaccins, autrefois des auxiliaires, sont devenus des moteurs de la santé globale. Ils déterminent les priorités d'investissement, avec l'idée qu'on va économiser sur les lits d'hôpitaux. Se joue aussi la question des cibles vaccinales. Faut-il viser un vaccin contre la varicelle, dès lors que dans le Nord elle fait moins de 4 millièmes de cas mortels, que faire des maladies parasitaires qui affectent des millions de personnes dans les régions tropicales, comme la bilharziose ou la leishmaniose, pour lesquelles les États du Sud manquent de fonds pour inciter au développement de solutions. C'est uniquement dans ce contexte qu'on peut comprendre l'opposition contemporaine à la vaccination. Les vaccins donnés aux enfants sont récents. Au Royaume-Uni, celui contre la varicelle date de 1996, contre l'hépatite A il est en place depuis 2000, contre la pneumocoque depuis 2001, contre la méningicoque B depuis 2015. Aux Pays-Bas, un enfant reçoit 11 antigènes à partir de 6 à 9 semaines, quand en Inde, il est recommandé d'en recevoir 3 à la naissance et 9 autres à son premier anniversaire. On remarque que ces vaccins ciblent progressivement des maladies de moins en moins mortelles, du moins dans les pays du Nord. Aux yeux du public, le décalage entre les priorités vaccinales et leur expérience sanitaire s'accroît. Les oreillons font 48 morts aux Pays-Bas, entre 1968 et 1978, 93 en Angleterre et au Pays de Galles entre 1962 et 1981. Pour ouvrir un marché pour le vaccin, il faut transformer rhétoriquement les oreillons en nuisances, en soulignant le risque de handicap. De même, pour le vaccin contre le virus du papillome humain, en 2006, 273 000 États-Uniennes meurent de cancer, dont seulement 3 700 cas reportés de cancer du col utérin. C'est donc surtout les cancers des poumons et du sein. Par contre, pour le HPV, on a une procédure de dépistage. Et le vaccin, il est dit efficace s'il est injecté à des filles préadolescentes ou adolescentes, avant la vie sexuelle active. Il y a ainsi eu une campagne de promotion en santé pour inciter à la vaccination des filles, parfois aussi des garçons, pour atteindre plus rapidement l'immunité de groupe. Et ce, vous doutez, contre des réactions libertariennes et religieuses. Au Canada, par contre, ou en Nouvelle-Zélande, ce sont des organisations féministes qui ont souligné le manque d'informations sur les effets à long terme du vaccin HPV. En 2009, une pass study du vaccin est conduite dans les États indiens d'Andhra Pradesh et de Gujarat. Cela implique de vacciner 13 000 filles avec le Gardasil et 10 000 avec le Cervarix. Une organisation pour les droits des femmes va enquêter et montrer des problèmes d'infrastructure et de consentement. En fait, de nombreux enquêtés n'avaient pas conscience de faire partie de l'enquête. Et il y a eu très peu de transparence sur les cas de décès. Alors ça veut pas dire que les cas de décès sont forcément corrélés au vaccin, mais simplement que c'est une gestion usuelle, verticale, du Nord, d'un test, qui finalement s'intéresse peu aux populations locales, quoi. Donc on peut identifier, selon Bloom, 3 positions parentales face aux nouveaux vaccins. L'acceptation, le scepticisme fort avec un rejet, le scepticisme faible et incertain. Bloom insiste sur le vaste investissement émotionnel que représentent les vaccins, une technologie censée protéger les enfants. L'antivaccinalisme serait alors fondé, pour les hypothèses, sur l'anticonformisme, voire l'identité culturelle, un rejet de l'obligation vaccinale comme tentative de contrôle des corps, et la mémoire de crise médicale en France. Ce qui est célèbre, c'est les rumeurs sur l'eczéma supposé causé par le vaccin contre l'hépatite B. De façon générale, ce serait une traduction du rejet des institutions politiques. Voilà nos hypothèses de base.
Alors, le cas qu'on va prendre, le premier exemple, il est donné par l'enquête de Laurence Monet sur le Québec et la lutte contre l'épidémie de la rougeole dans les années 1970-1980. À ce moment-là, c'est une maladie qui, bien que très contagieuse et cyclique, ne cause plus beaucoup de décès dans les pays du Nord. On en a accès aux antibiotiques et tout ça, quoi. Mais qui peut atteindre, suivant les renseignements épidémiologiques qui sont pas forcément très fiables, 10 à 20% de taux de décès dans certains pays du Sud. Dans un premier temps, Monet montre les dissensus autour du vaccin contre la rougeole. Il y a les MMR donc qu'on a vu de Merck, le Rubeovax ou l'Atténuovax, le Lirugène et le Connors. Certains sont très peu fiables, et c'est pas moi qui choisis les noms. Et il y a des séries de retraits du marché dans les années 70. Les experts sont en désaccord sur l'ampleur de la couverture vaccinale à atteindre dans la province. À la fin des années 1970, on estime qu'il faudrait un taux d'efficacité de 87,6% de couverture, mais ça suppose des protocoles d'injection assez respectés, standards, donc à 12 mois plutôt qu'à 15 mois, et suivre les carnets de médicaux, ce qui est difficile parce que les médecins de famille sont pas particulièrement les plus coopératifs en termes de santé publique. A fortiori, et une fois n'est pas coutume, on est dans un contexte de coupe budgétaire et de restructuration des centres de santé, donc les CLSC au Québec, qui ne peuvent désormais plus assurer le suivi de proximité et la disponibilité horaire, et donc auxquels les parents font de moins en moins appel. Donc la thèse de Monet, c'est que l'échec de la diffusion vaccinale, ça relève davantage des institutions et de leur organisation. Parce que, en fait, l'opposition anti-vaccinale, elle est très hétérogène. Et puis, accuser l'arriération canadienne-française, bon, ça c'est un sport très canadien, quoi, si vous voulez. Ça a surtout servi à dédouaner les institutions. En réalité, le mouvement, il y a les mouvements souverainistes qui sont proches des médecines parallèles, il y a la promotion de la bonne santé populaire qui est dans la lignée de la Révolution tranquille et qui cible beaucoup plus la construction d'une santé horizontale plutôt que le ciblage vaccinal, et puis il y a les critiques féministes, notamment des injonctions anxiogènes qui sont encore faites aux mères, parce que c'est les mères qu'on responsabilise du non-vaccin de leurs enfants. Non-vaccin, je crois que c'est non-vaccination. Donc, Monet évoque le truculent Paul-Émile Chèvrefils, chiropraxien et naturopathe, qui publie en 1965 « Vaccins, raquettes et poisons ». Lié à l'Union nationale, il organise d'ailleurs une marche sur Québec en 1966. Elle note que la convergence avec la Fédération des femmes du Québec, elle est pas du tout évidente en fait, mais se construit à partir d'un autre scandale, le scandale d'Alcon Shield, qui concerne un contraceptif intra-utérin qui aurait causé plusieurs milliers de cas d'annexite. Monet note aussi le rôle des environnementalistes, donc elle évoque le front commun contre la fluoration de Jean-Marc Brunet, proche du patron de presse très connu ici, Pierre Pellado, en observant qu'un cycle de politisation lié à la contrainte et au scandale médiatique, qui ne concerne pas toujours le vaccin en question. Donc elle évoque, bon, on va pas faire une liste, mais il y a l'accident Cutter en 1955, il y a une affaire Reyes en 1974, il y a les rumeurs ou le problème neurologique qui serait causé par la composante coqueluche du DCT, l'affaire Nathalie Lapierre qui aurait un enfant qui avait été victime d'une encéphalite suite à sa vaccination. Bon, voilà, il y a un ensemble d'affaires, puis surtout il y a des entrepreneurs de cause qui se saisissent du moment. Et puis, en fait, ce mouvement, il décline rapidement avec la fin de la coercition, ce qui témoigne en fait de son hétérogénéité. Ce n'était pas un bloc sceptique, mais c'est un agrégat de responsables qui ont été désignés par les autorités publiques. En recherche de bouc émissaire, quoi. Les affaires sur les vaccins que je viens d'évoquer sont presque toutes des cas médiatiques infondés ou exagérés. Pour comprendre l'argument de Monet, il faut se dire qu'elle est en dialogue d'abord avec les publications scientifiques qui se focalisent sur la défiance vaccinale, en mettant de côté la responsabilité politique. Par exemple, le fait de délaisser les services de santé régionaux, ce qui en retour affecte les couvertures vaccinales. Cela étant, Monet tend à minimiser l'ampleur médiatique et l'influence que cela a eu sur les attitudes aux vaccins à long terme, et les organisations de groupes anti-vaccins. Elle idéalise aussi la sagesse populaire face au pouvoir politique. Cela dit, une partie de son argument continue de se tenir. L'anti-vaccination désigne des groupes qui ont des objectifs très différents, et les blocs d'opposition à la vaccination tendent à se disperser après les crises. Maintenant, il faut garder en tête que le livre de Monet est publié en 2016, celui de Blum en 2019, avant la crise de la Covid. Il est donc possible de considérer que les développements récents leur donnent tort, cela je vous laisse en juger. Alors, on évoquera un peu l'affaire Wakefield, car celle-ci est déjà bien traitée dans une vidéo de H. Bomberguy, que je vous mettrai en lien. Et de plus, s'il s'agissait pas d'instrumentaliser des parents d'enfants en situation de handicap et de résurgence en 2019 de la rougeole en Europe, au-dessus des taux de 98, ce serait franchement la fraude la plus risible du siècle. Alors, mes sources sur ce sujet viennent principalement donc du livre de Romy Sauvert. L'affaire Wakefield donc, elle vient de la publication d'un papier en 1998 dans la prestigieuse revue The Lancet,
le papier affirme un lien entre vaccination et autisme. Le premier auteur du papier est Andrew Wakefield, médecin spécialisé en infection des boyaux, qui publie déjà dans des revues réputées comme les Annals of Medicine. La cible de Wakefield, c'est le vaccin MMR de Merck, donc le vaccin ROR en français dont on vient de parler. Son étude à Wakefield commence en 1996 par des examens cliniques sur 12 enfants supposés avoir développé des lésions intestinales, ce qui aurait affecté le cerveau et provoqué l'autisme. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça revient à faire l'hypothèse que la comète de Halley cause des accidents de voiture, mais ne surestimez jamais la profession médicale, bon nombre de médecins n'ont aucune idée de ce que sont les neurodivergences, encore moins à l'époque. Je dis à l'époque, mais c'était il y a juste 20 ans. C'est très déprimant, pour être tout à fait honnête. Bon, cet article est une fraude complète, et grâce à l'enquête du journaliste Brian Deere, on sait désormais que Wakefield avait reçu, sans la déclarer, une aide juridique de 55 000 livres d'un cabinet d'avocats pour soutenir une class action contre le vaccin, que les 12 enfants sujets de l'enquête ont été recrutés dans le monde entier par les réseaux de l'avocat Richard Barr, que ces enfants ont subi d'ailleurs des coloscopies et ponctions lombaires brutales, avant d'avoir l'accord du comité d'éthique, et puis Wakefield a menti dans les rapports sur la période de repérage des troubles autistiques, et il n'a pas trouvé l'infection intestinale dont il faisait l'hypothèse. Au final, tous ses co-auteurs se sont rétractés, et après 3 rapports et plus d'une dizaine d'études, en sens contraire, l'Institute of Medicine aux États-Unis a clos la controverse scientifique en 2004. Et en 2010, donc le General Medical Council, donc c'est un peu l'ordre des médecins en Angleterre, a retiré à Wakefield son droit d'exercer en tant que médecin. Wakefield a continué à déambuler pendant longtemps, d'ailleurs son documentaire Vaxed est sorti en 2016 et est abondamment relayé, notamment pendant la Covid. Jusqu'au milieu des années 2000, Wakefield est régulièrement convoqué comme expert dans les instances judiciaires, les commissions parlementaires au Royaume-Uni et aux États-Unis, dans les médias. Son hypothèse, elle est mobilisée lors d'un recours de 5600 familles, je crois à peu près, entre 2007 et 2009 aux États-Unis, qui ne sont finalement pas indemnisées d'ailleurs. Pourtant, dès sa conférence de presse en 1998 au Royal Free Hospital, Wakefield il n'est pas anti-vaccin, il plaide pour la séparation des vaccins. Ça tombe bien parce qu'il vient de breveter un vaccin il y a moins de 9 mois plus tôt. Enfin, le débat médiatique entretient encore longtemps l'idée d'un dissensus scientifique, à l'image du documentaire ROR, le choix de tous les parents sur la BBC One. Ainsi, Tony Blair, Premier ministre d'alors, refuse de dévoiler le statut vaccinal ROR de son fils. La dynamique de l'affaire illustre bien la problématique de la construction des savoirs scientifiques en matière de vaccins, et on retrouve des constantes, les entrepreneurs de cause, la mémoire collective et les croyances épistémiques. Pour commencer, des associations de parents contre les vaccins préexistaient déjà à l'affaire, et elles ont utilisé Wakefield comme caution scientifique. Ensuite, l'affaire elle arrive juste après celle de la vache folle, on est en 98, donc la vache folle c'est l'encéphalopathie spongiforme bovine, donc les vaches quoi, face à laquelle le gouvernement britannique a d'abord été rassurant, puis a admis en 96, donc 2 ans avant l'affaire, que la consommation de viande bovine est à risque de transmission, donc la maladie de Creutzfeldt-Jakob. D'ailleurs, les faits du scandale sur les attitudes vaccinales sont perceptibles. Une enquête de 98, en Angleterre donc, montre que ceux qui avaient choisi de refuser le vaccin ROR adhéraient majoritairement à la croyance selon laquelle le vaccin ROR pouvait contribuer au développement de l'autisme. Selon Sauver, c'est justement, je la cite, parce que la perception du risque de contracter la maladie est faible que les autres facteurs sont considérés dans le choix vaccinal. Enfin, comme nous l'avons vu avec les travaux de Steven Epstein dans les précédentes vidéos, ce sont les croyances épistémiques en général qui se jouent. Ces croyances, c'est quels sont les critères jugés pertinents par les chercheurs pour clore une controverse. Il devient de plus en plus évident que fournir quelques examens cliniques de 12 enfants dans le reste du monde ne peut être qu'une pré-enquête, que le gold standard, c'est les études en double aveugle à grande échelle, bon, sauf que ça prend du temps. Et qu'en attendant, les médias, ils ont exagéré la signification des prudences scientifiques en y voyant une controverse. En conclusion de son étude, Romy Sauver propose quelques thèses ou quelques hypothèses sur la Covid. Elle a d'ailleurs mené quelques analyses lexicométriques, ce qu'elle désigne comme un autre climat instable de construction de la connaissance. Alors on a peu de temps pour les évoquer, mais je vais vous inviter, je vais les mettre en lien dans la description, d'aller voir d'autres travaux sur le sujet comme ceux de Jeremy Ward.
Donc, on a retrouvé pendant le confinement un ensemble de positions hétérogènes, qui d'ailleurs nous rappelle beaucoup, puisqu'il s'agit à la fois de la promotion des médecines alternatives, le rappel des scandales vaccinaux ou supposés, comme le mercure et l'autisme, la méfiance envers les institutions, la défense des libertés individuelles. Ces groupes-là ont décliné assez rapidement après la vaccination. Et les résurgences médiatiques des anti-vaccins, c'est surtout le fait d'entrepreneurs de cause qui étaient déjà présents bien avant la Covid, comme Robert Kennedy. La dynamique des croyances, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que, par exemple, on trouve une adhésion quasi immédiate à l'hydroxychloroquine. Une adhésion sans preuve. D'ailleurs, même en mai 2020, des études montrent son manque d'efficacité et l'augmentation du risque de crise cardiaque. Autour de Didier Raoult, on retrouve la figure quelque peu obsolète scientifiquement mais vivante dans l'imaginaire collectif du médecin héroïque, dont nous parlions d'ailleurs dans les vidéos sur le sida. Et de fait, celui-ci se présente comme un non-conformiste, même si sa méthode est remise en cause dès juin-juillet 2020 dans l'International Journal of Antimicrobial Agents, Nature et le New England Journal of Medicine, alors même aussi que l'ANSM enquête sur ces pratiques de harcèlement moral des employés, le non-respect du consentement des patients et ses propos injurieux à l'égard de sa profession. Je fais une pause pour préciser, Raoult il a été suspendu en 2006 de toute publication de la American Society for Microbiology pendant 1 an. En 2020, il publie dans la International Journal of Antimicrobial Agents avec l'aide d'un éditeur en chef. Ce que j'ai mis sur l'écran, ce sont les commentaires de son papier par les autres chercheurs, publiés en mars 2020, et ça finit pas, le nombre d'approximations, les affirmations exagérées, l'échantillon et la méthode de contrôle sont à côté de la plaque. C'est normal, le Gus Raoult il affirme n'avoir jamais fait d'essais contrôlés randomisés avant. Pire, il s'en est vanté. L'article d'Olivier Berruyer, c'est une compilation infinie comme ça de ses erreurs, mais dans un seul papier. C'est pire que Wakefield, on savait que Jacques c'est une fraude. J'ai mis les liens en description. Cette adhésion ne devrait pas nous surprendre, parce que, comme on l'a vu, en période de risque ostensible, alors comme les épidémies de tuberculose, de diphtérie, de polio, l'opinion publique, elle a été prompte à accepter même des méthodes très violentes de vaccination. De l'autre côté, on observe une convergence entre rejet des instances politiques et scepticisme. En mai 2020, 59% des Britanniques interrogés pensent que le gouvernement leur ment au sujet des causes de la maladie et ne font pas confiance aux scientifiques. Au moment de débuter la campagne vaccinale en France, en décembre 2020, seulement 47% des Français interrogés souhaitent se faire vacciner. Ce taux va monter progressivement jusqu'à 71% en avril 2021. Toutefois, il a suffi de quelques cas de thrombose rapportés au vaccin AstraZeneca pour enclencher une polémique médiatique d'ampleur inégalée. Il y a, selon Romy Sauver, 412 000 articles publiés sur le vaccin AstraZeneca, contre 52 600 sur la chloroquine, 11 000 sur le vaccin ROR. Le vaccin AstraZeneca est même retiré dans certains pays. On retrouve la balance des risques entre vaccination et danger perçu, et ce, même si la fréquence de la thrombose est estimée à 1 pour 250 000 injections, et ne cause pas plus de décès dans l'échantillon de personnes vaccinées que dans la population totale. Faisons le bilan de notre discussion. Pour commencer, et on va le répéter et le répéter, on ne peut considérer ni la vaccination ni l'anti-vaccination indépendamment des systèmes de santé. On a vu qu'à une époque où la production vaccinale est confiée à des firmes, une des modalités de l'exercice politique en santé consiste à publiciser les maladies pour convaincre de l'usage d'un vaccin et favoriser l'ouverture de marchés. A fortiori, s'il n'y avait pas besoin de persuader les gens des dangers de la tuberculose, de la fièvre jaune, du choléra ou de la polio, dont la mortalité était présente dans tous les esprits, les nouveaux vaccins ciblent des maladies qui ne sont pas considérées comme des fléaux, du moins dans les pays du Nord. La varicelle et la rougeole sont même parfois évoquées comme étapes de la vie, une certaine normalité, voyez. Ainsi, convaincre les parents est un enjeu clé pour assurer l'immunité collective et l'éradication éventuelle d'une maladie, et ouvrir le marché. Il existe à l'inverse une multitude d'organisations contre les obligations vaccinales. On peut citer l'Association of Parents of Vaccine Damaged Children, qui a été créée dans les années 1970 et qui d'une certaine manière va obtenir gain de cause quand le gouvernement britannique va passer le Vaccine Damage Payment Act en 1979. Donc cette loi indemnise les parents en cas de problème avec les vaccins. Et en fait c'est pas là pour rassurer les parents, puisque même ça accrédite le doute. En fait c'est là pour rassurer les firmes, pour atténuer le risque économique. Ainsi, la catégorie de défiance vaccinale est d'abord une catégorie d'action publique, de gouvernement de la santé. Les chercheurs la définissent comme un, je cite, délai dans l'acceptation ou le refus de la vaccination malgré la disponibilité
des services de vaccination, un phénomène contextuel et complexe qui varie selon les lieux, le temps et les vaccins, et influencé par des facteurs comme la facilité de prise, la confiance et la complaisance. Cette définition, donc, qui est reprise par Stuart Bloom, montre bien comment sont écartés les parents manquant d'informations, de budget, faisant face à des barrières à l'accès. Le ciblage de cette définition est celle des classes moyennes blanches urbaines, non convaincues des bienfaits des vaccins, ce qui reflète assez bien les programmes de santé publique. Il faut cibler et convaincre les parents concernés pour garantir la couverture vaccinale. Accuser la défiance vaccinale des échecs vaccinaux permet à la puissance publique de se draper de la bannière de la raison tout en évitant d'évoquer les problèmes d'inaccessibilité, la verticalité des politiques de santé, la marchandisation du savoir. Et en fait, comme le rappelle Maud Gheli pendant la campagne de vaccination contre la Covid-19, l'État français a volontairement délégué la prise de rendez-vous sur Doctolib et interdit la priorisation par les initiatives locales. Donc en fait, pour vous traduire, il valait mieux abandonner les classes populaires en les responsabilisant, en leur donnant donc la responsabilité de prendre rendez-vous, que d'affronter les réticences, ce qui aurait d'ailleurs gâché l'image d'efficience de la campagne vaccinale. En bref, si on suit la thèse, appelons-la la thèse Bloom-Monnet, parler de défiance vaccinale donne la fausse idée qu'il existe un bloc sceptique. Un bloc sceptique qui manquerait d'éducation. Or, les études montrent que le scepticisme s'échelonne à divers degrés, que la plupart des parents sont surtout stressés par l'épreuve de la vaccination et subissent la pression des médecins, que le rejet traduit régulièrement une opposition plus générale aux décisions politiques. Un exemple donné par Bloom est une enquête en Roumanie qui montre que chez les plus anciens, le rejet des vaccins est lié aux craintes d'un retour au pouvoir autoritaire. De fait, les politiques de vaccination ont toujours rencontré des réactions mitigées dans les pays du Sud. Elles sont vues souvent comme des interférences du Nord, voire un idéalisme médical inconscient des réalités de malnutrition ou d'abandon des services de santé, ou alors même l'instrument de systèmes de santé corrompus et indignes de confiance. Bloom et Monnet ne disent pas que la défiance vaccinale se réduit complètement à un mythe. En fait, leur thèse elle sert surtout à contredire, à critiquer des travaux en croissance exponentielle, influencés par les objectifs de santé publique, qui portent sur la défiance vaccinale sans questionner les priorités de santé publique. Et donc on a vu ces priorités, c'est de tout miser sur l'éradication au détriment des services de santé et de la continuité des soins. Toutefois, il est plus difficile qu'il n'y paraît de corréler le rejet des institutions politiques à celui des vaccins. Je m'explique. Dans un régime représentatif, si on fait une enquête, il est très facile d'obtenir des répondants critiques du gouvernement. De même, les mauvaises expériences avec le système de santé sont répandues et ne déclenchent pas nécessairement une opposition au vaccin. Parce que sinon, je vais pas vous mentir, je serais le plus franc anti-vaccin d'entre nous. Ils m'ont planté 4 aiguilles dans le doigt. Bloom et Monnet insistent bien sur les prédispositions chez les individus. L'anticonformisme, l'adhésion à une vision holistique de la santé ou aux médecines alternatives, et etc. Bon, ou même l'individualisme, par exemple. À côté, il existe des entrepreneurs de cause prêts à exploiter les crises médicales pour avancer leur programme idéologique. Le plus important, c'est donc pas le rejet des institutions, mais de savoir comment la vaccination contribue à façonner les clivages politiques. À quel point elle influe sur l'adhésion politique. Donc en fait, non pas qui on rejette, mais à qui on se met à adhérer. Alors j'ai peu de données sur ça, mais mon hypothèse personnelle, c'est qu'il faut lire cette question de la même manière que celle de la politisation de l'avortement selon le pays. On peut reconnaître aux essais de Monnet et Bloom d'interroger la façon dont l'anti-vaccination organisée, un phénomène au final assez marginal dans les pays du Nord, à l'exception des moments de crise, suscite une telle réaction publique. Comme nous venons de le dire, elle touche au cœur des politiques de santé qui privilégient la médecine ambulatoire et la marchandisation des médicaments, et donc repose essentiellement sur la capacité de l'État à convaincre et à responsabiliser les parents dans leurs décisions médicales et vaccinales. L'idée même qu'il existerait une minorité de fort scepticisme met en danger les objectifs d'immunité de groupe et questionne nos croyances épistémiques. À partir de quels critères de preuve fait-on confiance à un médicament ? Ça concerne notre corps quand même. Cela ne donne pas du tout raison aux anti-vaccins, mais c'est une piste qui explique leur place dans notre culture médicale. Nous allons conclure en retenant une question historique et une question de cadrage. Nous avons vu que l'acceptation ou le rejet des vaccins était fortement conditionné par les obligations et le risque perçu. La peur du vaccin, les inspections intrusives, les lois coercitives ont favorisé les mouvements d'opposition, quand au contraire les situations de pandémie,
la fin des lois coercitives et l'acceptation par l'entourage ont toujours fini par défaire les mouvements anti-vaccination organisés. De fait, l'anti-vaccination organisée est toujours marginale, sauf lors des crises médicales, et désigne un ensemble de scepticisme très hétérogène. Dans un monde complexe comme le nôtre, agir dans un monde complexe, hop voilà, petite référence pour les collègues, j'arrête complètement avec ça. Donc, dans un monde complexe comme le nôtre, la politisation d'un objet est toujours un fait minoritaire, parce qu'il faut être spécialiste en fait. Les vaccins, c'est l'objet des professionnels de santé, des décideurs en matière de santé publique, des anti-vaccins, si on peut parler comme ça, et de quelques entrepreneurs de cause. Cela signifie que les moments de crise, donc les pandémies, les scandales, sont aussi les seuls moments où se construisent les cadrages, c'est-à-dire les ressources qu'on a à notre disposition pour interpréter le rôle des vaccins et des autorités médicales. La coercition, le manque de transparence peuvent laisser ce que le chercheur Paul Greenhoff appelle un résidu de ressentiment qui persiste dans la mémoire collective et transforme à long terme les attitudes face à la vaccination. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir écoutée et regardée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire encourageant, ça compte beaucoup dans des petites chaînes et pour des vidéos qui font très peu de vues comme les miennes, ça m'encourage à continuer, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en savoir plus sur la sociologie et l'histoire de la santé. Cette chaîne traite plus rarement de recherche actuelle, l'objectif est surtout de traiter de classiques des sciences sociales en santé, à la lumière des recherches contemporaines. Donc voilà, je crois que tout est dit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon les circonstances, et à bientôt sur les internets. Salut!